revenir à la démographie, au niveau médical surtout, il y a certains hôpitaux, et notamment, c'est pas vraiment des hôpitaux, c'est pas forcément des structures hospitalières pures, mais soit des privés, soit des semi-privés, qui ont trouvé un peu une solution avec l'ouverture de la zone euro. Donc c'est-à-dire qu'on fait venir des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour remplacer les médecins anesthésistes. Alors après, on peut se demander si, plutôt que d'essayer de tout préserver, c'est-à-dire les médecins anesthésistes essayer de tout préserver, c'est-à-dire ne rien lâcher à leurs collègues peut-être IAD, ils ne sont pas en train de perdre effectivement les spécialités comme l'ophtalmologie et la gastro-entérologie. C'est-à-dire que, est-ce qu'à un moment donné, dans un bloc opératoire, on est forcé d'être un médecin anesthésiste et un IAD pour endormir un patient qui a une fibroscopie gastrique ou une coloscopie? Et est-ce qu'à trop tirer et à trop vouloir garder certaines choses, on ne va pas tout perdre? Et que finalement, on va être obligé de céder, comme le disait le président de l'ASFAR, on a perdu les urgences, vous allez peut-être perdre la prescription et nous devoir travailler sous les ordres des gastro-entérologues qui ne savent même pas ce que c'est qu'un midazolam ou quoi que ce soit d'autre. Et, et avec la masterisation, on va voir arriver des infirmiers qui ne seront pas forcément qualifiés pour prendre en charge ce genre de patients. Donc ça c'est valable pour la gastro et c'est valable pour les ophtalmos. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai travaillé à l'hôpital avec des médecins anesthésistes pour faire faire la gastro, et après j'ai un cursus dans le privé aujourd'hui où effectivement, malgré que je sois pas tout à fait dans le bloc opératoire, je suis amené à endormir même souvent les fibroscopies ou les coloscopies tout seul, mais avec un médecin qui peut intervenir à tout moment. Alors où est la part, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et est-ce qu'il n'y a pas un fossé entre le public? Depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup du public, à PHP ou pas à PHP, et on parle pas du privé. Donc nous, on accepte de le faire en se disant, bon ben, au final, notre décret de compétence, il est super flou, mais d'un autre côté, s'il y a un procès et qu'il y a un problème, la SFAR, elle nous mettra dedans, avec l'expertise. Voilà, je m'exprime peut-être pas bien, je ne sais pas si j'ai bien fait passer le message, mais c'est un peu un mal-être que je pense ressentent beaucoup de personnes. Quand on est à l'hôpital, à la PHP ou dans les hôpitaux qui n'ont pas de problème démographique, on travaille en toute sécurité et franchement c'est très bien. Je l'ai vécu en tant que vacataire, en tant qu'intérimaire, en tant que poste fixe, et je trouve ça très bien. Mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas que la SFAR, effectivement c'est peut-être le projet que vous avez, hein, je l'entends parler, je suis comme tout le monde, je pense qu'on a envie de voir les choses évoluer. Je ne dis pas que je veux être médecin anesthésiste ou quoi que ce soit, mais je veux dire qu'à un moment donné, il faut peut-être que, plutôt que de tout perdre, essayer de lâcher un petit peu les choses, mais tout en travaillant en sécurité et pas forcément en qualité, comme on disait, et puis parler de qualité. Élément de réponse d'abord, la situation que vous décrivez dans laquelle vous êtes, elle n'est pas exclusive du statut juridique de l'établissement. Et pour avoir suffisamment visité d'établissements, ça peut être dans le public comme dans le privé, de la même manière. Il y a des hôpitaux dans ma région qui est pourtant fort pourvu en professionnels d'anesthésie, où les infirmiers anesthésistes font l'endoscopie tout seuls et loin de tout le monde, ou les fibroscopies bronchiques tout seuls et loin de tout le monde. Enfin bon, je ne vais pas revenir sur les détails, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'exclusivité d'un statut juridique, ça dépend plutôt de facteurs d'environnement, d'attractivité de la région, d'attractivité du service, d'attractivité du statut dans l'établissement, enfin et j'en passe, et des moyens qu'on arrive à mettre en place pour répondre à la demande dans cet établissement. Qu'est-ce que l'ASFAR doit répondre? L'ASFAR, elle vous répond ce que je vous ai dit avant. Quand on parle d'un métier, quand on parle de collaboration et du métier d'anesthésiste réanimateur, on ne parle pas de l'acte technique, c'est-à-dire est-ce que vous avez le droit de faire la gastro, pas faire la gastro tout seul? On est dans un problème de conceptualisation, réalisation technique de l'acte et résultat.
Ça, c'est la mission qu'il faut assumer. L'acte, c'est faire la gastroscopie. Est-ce que vous êtes capable de faire une gastroscopie tout seul? Oui. Dans quelles conditions? Organisationnelles, c'est ça qui reste à définir. De mon point de vue, ce n'est pas le problème de savoir si vous faites tel acte ou tel acte, je le redis une fois de plus, c'est de savoir comment c'est organisé, comment la collaboration est organisée, comment c'est procéduré, protocolisé, et quelles sont les conditions techniques dans lesquelles vous effectuez cette gastroscopie tout seul. Si vous me dites que vous exécutez cette gastroscopie tout seul dans la cave, à 2 étages en dessous du bloc opératoire et qu'il n'y a pas de médecin anesthésiste sans qu'il descende 2 étages en courant, ou 3, je vous dis non. Si vous me dites dans la salle à côté, il y a un anesthésiste qui fait de la chirurgie digestive, si je l'appelle, il est capable de venir tout seul parce que machin, je vous dis oui, vous pouvez le faire. Après, on peut discuter sur... Ne me demandez pas si vous pouvez faire une gastro tout seul ou pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Non, mais c'est pas ce que je vous demande, en fait. C'est pas de savoir si vous m'autorisez ou pas, parce que de toute façon, au final... C'est une histoire d'autorisation, c'est une histoire de réalité. Et ça, je comprends. Et ce que vous dites, votre discours me séduit par rapport à ce que vous dites par rapport aux actes. C'est plus des actes, mais plutôt une organisation. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est pas le présent, ça. Ça, c'est peut-être le futur, mais c'est pas le présent. Non, ça doit être le présent. Ça doit être le présent. Si tel n'est pas le cas dans votre établissement, je redis ce que j'ai dit il y a 3 ou 4 ans, quand j'étais à la journée IAD à Clermont-Ferrand, vous devez dénoncer ça. C'est votre devoir de dénoncer ça. Vous n'avez pas accepté d'exercer dans ces conditions-là. Non, mais là, moi, je n'exerce pas dans des mauvaises conditions. Simplement, je veux savoir si, par rapport à ça, par rapport aux démographies et à l'exclusivité des actes, excusez-moi de dire actes, mais est-ce qu'on n'a pas besoin à un moment donné de faire un pas les uns vers les autres pour dire qu'en fait, on ne travaille pas en se disant est-ce que vraiment j'ai le droit de le faire? Je crois que sur ce sujet-là, il y a 2 éléments qu'il faut absolument distinguer. On a parlé d'exclusivité d'exercice. Cet élément-là concerne qui a le droit de faire des gestes ou des techniques d'anesthésie en France. Les textes en la matière sont très précises. Ce sont les médecins anesthésistes et les seuls habilités paramédicaux qui peuvent les exercer, ce sont les infirmiers anesthésistes, parce que notre profession est réglementée dans le cadre du Code de santé publique et que ce que l'on a appelé en son temps notre décret de compétence décrit très bien les gestes que nous avons le droit de faire et ceux que nous n'avons pas le droit de faire. Sous la responsabilité. Il est vigilant. Sous la responsabilité... C'est 5 ans de ministère. Voilà, c'est ça. Sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste réanimateur, et parce que je suis encore plus vigilant que lui, je peux dire que ce texte a été écrit en 2000-2002 lorsqu'il y a eu refonte de l'écriture de ce texte, parce que les clampins que vous avez ici, responsables infirmiers anesthésistes au niveau national des différentes organisations, ont absolument demandé à ce que l'on écrive médecin anesthésiste réanimateur, parce qu'avant il y avait simplement écrit médecin. Et qu'on voyait déjà, alors peut-être on était des grands visionnaires, mais on avait en tout cas le nez fin, qu'on voyait poindre l'arrivée des gastro-entérologues, des ophtalmos, des radio-interventionnistes, pour certains chirurgiens dans certaines structures, qui auraient pu mettre la pression sur un infirmier anesthésiste ou une infirmière anesthésiste en lui disant « il y a marqué médecin, donc tu m'endors le patient ». Et ça, on n'en voulait pas. Donc ça, c'est l'exclusivité de compétence. L'exclusivité de compétence ou d'exercice, peu importe le terme, ou celui qu'on veut lui donner aujourd'hui ou demain, c'est qui a le droit de faire tel ou tel geste. C'est, le terme est cher pour moi, dans la famille d'anesthésie. Après, ce que tu poses comme question, c'est qui fait quoi, comment et dans quelle organisation. Et ça, effectivement, c'est un vrai débat qui n'a pas été tranché dans les années passées. Parce que dans les années passées, on est arrivé, il y a une dizaine d'années, avec une grande dichotomie, on va dire, effectivement, entre le public et le privé, où il y avait dans le public des infirmiers anesthésistes, entre guillemets, très encadrés par les médecins, et dans le public et dans le privé, des infirmiers anesthésistes qui avaient une plus grande liberté de moyens. Alors après, les choses se sont un peu équilibrées, parce que juste pour l'humour, l'infirmier anesthésiste dans le public, dans le grand CHU, c'est un collaborateur de santé entre 8h et 12h. À partir de 12h jusqu'à 16h, il
devient un peu professionnel. À partir de 17h, quand il commence à y avoir un peu moins de monde, mais que le programme est toujours aussi intense, là, ça devient vraiment un type pour une nana de qualité. Et alors, à partir de minuit, c'est un putain de professionnel, c'est exceptionnel. Par contre, c'est clair, et c'est tout l'objet de ma demande, parce que non pas que je tente des pièges aux uns aux autres, mais je pense qu'aujourd'hui, la spécialité dans son ensemble a besoin de la clarification de comment fonctionne le duo Mar-Iyad. Ça peut être effectivement la réponse qu'a apportée Laurent Jouffroy, mais effectivement sous certaines conditions. Quand tu as le médecin à la cave et toi au 5e, ça ne peut pas se faire. Si tu es dans une règle où tu as un médecin, on va dire N+1 dans une équipe, qui peut intervenir à tout moment sur, je ne sais pas, un service d'endoscopie digestive où il y a deux salles d'endoscopie, où tu as un IAD par salle et un médecin sur 2 salles, là, effectivement, on est dans un cadre sécuritaire. Je pense que ça n'est pas, si les choses sont bien faites, délétère pour le patient. Mais je crois qu'on a besoin de clarifier ces choses-là. Et on a trop entendu des histoires de chasse où des IAD travaillaient un peu en mercenaires solo et le médecin anesthésiste, qui était le copain de 20 ans, lui plantait un couteau dans le dos brutalement dès qu'il y avait la moindre merde. On se le dit entre nous parce qu'il n'y a personne qui nous écoute. D'accord ? Mais c'est une réalité. Mais on a besoin de clarifier ce débat. Vraiment de le clarifier, parce que c'est aussi un signe de responsabilité de la profession, de nos professions, pour faire que demain, eh bien, on puisse travailler sans sentir ce que tu sembles décrire et que j'ai bien perçu, c'est-à-dire une sorte d'épée de Damoclès qui resterait en permanence au-dessus de toi, où tu ne saurais pas trop vraiment comment te situer et si ce que tu fais est bien ou mal. Moi, j'aimerais poser une question, avoir l'avis du président du SFAR et de l'USN-FAR, puisque